Bonjour à tous et à toutes. On va reprendre, on s'est arrêté. On était donc dans le chapitre 3 et on avait vu sur cet exemple de la croissance chinoise à quel point il pouvait être intéressant de considérer non pas le niveau du PIB par tête chinois, c'est la première courbe, d'abord, en rouge, parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution qui est exponentielle pour ce PIB par tête chinois. Une évolution exponentielle, c'est simplement une évolution dans laquelle le taux de croissance serait à peu près constant, d'accord? C'est cette droite, cette courbe, pas une droite noire qui est ici. Et ce que j'expliquais, c'est que bien souvent, on a plutôt intérêt à prendre une transformée logarithmique des données. Et pourquoi on a intérêt à prendre une transformée logarithmique des données? Parce que lorsqu'on considère une transformée logarithmique des données, c'est ce qui est en bas. Quand vous montez de 1, vous multipliez par 2 le niveau de la variable. Donc, typiquement, lorsqu'on considère une transformée logarithmique, les évolutions ne sont plus tassées, en quelque sorte. Le fait d'augmenter de 1, de passer de 11 à 12, revient à multiplier par 2 le niveau de la variable. De sorte que, quand vous augmentez de 1, à chaque fois, c'est une multiplication par 2. Et donc, ça permet de mieux mettre en prééminence simplement les évolutions relatives de la variable. Les évolutions relatives de la variable. Donc, on le voit bien ici. Ceci est la transformée logarithmique de la même série, que l'on peut obtenir soit en prenant le logarithme de base 2, soit en prenant ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Et l'intérêt de cette échelle logarithmique, c'est qu'elle nous permet de mieux comprendre des points qui ne sont pas forcément visibles sur cette courbe. Vous voyez que par exemple, ici au début, on ne le voit pas bien, mais en fait, c'est bien sûr un épisode de la croissance chinoise qui n'est pas très bon, le grand bond en avant. Et vous voyez ici que, évidemment, comme le niveau ici en dollars est tellement faible, ou en RMB, en yuan est tellement faible, vous ne voyez pas l'évolution, parce qu'elle est toute petite. Donc évidemment, vous pourriez prendre une loupe et regarder de près ce qui se passe. Là, prendre une transformée logarithmique, c'est en fait prendre une loupe, mais une loupe relative. C'est changer la focale. Et là, vous voyez bien qu'effectivement, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une perte ici du PIB, et vous la mesurez quasiment en pourcentage. Vous voyez comment cela a fluctué, alors que là, vous voyez strictement rien. Et puis ce que vous voyez aussi, sur ce graphique, on voit aussi un petit peu au-dessus, c'est que la croissance chinoise a eu tendance à s'accélérer sur la dernière partie, depuis les années 90-95. D'accord? Ce qui explique d'ailleurs que la courbe rouge soit au-dessus de la courbe exponentielle. Enfin, là, on le voit bien. Vous voyez que la courbe rouge, elle a une pente, elle est davantage pentue, typiquement ici, au tournant des années 2000, elle est davantage pentue. Ce qui montre bien, c'est l'accélération de la croissance chinoise. Donc, ce qui est intéressant lorsque l'on prend le logarithme, c'est que toute évolution multiplicative se transforme en une évolution additive. Donc, la tendance ici qui était exponentielle, lorsque vous prenez son logarithme, elle se transforme dans la même tendance, mais qui est cette fois représentée de manière linéaire. Et il se trouve qu'à l'œil, on évalue mieux quelque chose qui est une droite que quelque chose qui est une courbe exponentielle. Si je vous demande de montrer à quoi ressemble une évolution à deux constants, vous allez me dire, c'est une courbe exponentielle. Mais quelle forme a-t-elle exactement? Cette forme, ici, on la visualise très bien, parce que quand on prend le logarithme, une évolution exponentielle se transforme en évolution linéaire. Et c'est pour ça qu'on aime bien prendre le logarithme. Bon, donc, on avait un peu passé de temps là-dessus, d'accord? Et oui. Transformer logarithmique, c'est prendre le logarithme de la variable. Il faut que vous appreniez ce que c'est le logarithme. C'est le programme de terminale, le logarithme. En ES, vous ne l'avez pas fait. Moi, je ne peux pas, si vous voulez, je ne peux pas répondre à des questions. Le logarithme, c'est au programme ES. Mon programme est basé sur le programme ES. Donc, vous devez savoir ce que c'est qu'un logarithme. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est transformé par une fonction qui permet d'obtenir ça. J'ai fait les détails la semaine dernière, mais je pense que, la semaine dernière, avant les vacances, je pense que j'aurais du mal à vous convaincre
en vous le refaisant et en répétant la même chose, en fait. Pour ça, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube, vous pouvez venir aux directions d'études dans lesquelles il y a un exercice qui est fait sur le sujet, et c'est comme ça que vous allez progresser. Vous pouvez aussi regarder sur Wikipédia ce qu'est un logarithme, dans votre livre de maths de l'année dernière, et il y a un moment où ça va être difficile de répondre à une question comme la vôtre, sans aucune... c'est un moment, c'est à vous de le faire. Donc voilà, après, si vous ne le faites pas, c'est peut-être pas un point fondamental du programme, d'accord, c'est pas un point fondamental du programme. Vous regardez les annexes, les archives des années précédentes, il y avait très peu de questions à l'examen sur ce sujet-là, d'accord. Vous pouvez aussi faire une impasse. Et moi, je ne suis pas là pour vous former pour l'examen ou pour la prochaine interrogation écrite de demain. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, en fait. Ce que je veux, c'est vous former pour que vous soyez des gens habiles dans la manipulation des chiffres en économie. C'est un objectif à plus long terme. Habile de manière générale dans la manipulation des chiffres, pas qu'en économie, globalement. Je change de sujet, donc voilà, on repart d'un sujet sur lequel je n'ai pas trop encore parlé. On va parler du traitement et des conclusions des séries. Et en fait, c'est ça le moyen dur le plus important dans ce chapitre. Donc, vous avez vu qu'il y a des séries, le PIB chinois par habitant, le prix de la pomme, que j'ai déclaré comme étant non stationnaires. Donc, elles incorporent à la fois une tendance et d'autres éléments. Donc, la question que l'on veut, c'est parvenir à identifier ces différents éléments. C'est exactement ce qu'on appelle décomposer le mouvement dans la série. Montrer une tendance, montrer quelque chose qui est autour de la tendance, éventuellement un cycle, et montrer éventuellement des saisonnalités qui viendraient affecter le niveau de la variable. C'est ce qu'on va faire maintenant. Cette question, elle se pose que l'on considère la variable en niveau ou la variable en logarithme. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une tendance qui est exponentielle sur le niveau, elle devient linéaire en logarithme. On fait l'exemple chinois que j'ai donné. Donc, la méthodologie que je présente, ce que je vais présenter ici, peut aussi bien concerner le niveau que le logarithme de la variable. Donc la question, c'est comment identifier ces composantes. En fait, là, pour identifier ces composantes, on va avoir besoin de faire de la modélisation, de faire des hypothèses, d'expliquer, non pas de définir ce qu'est ces composantes, mais de les trouver. Donc, en les trouvant, on les définit en quelque sorte. Donc, vous verrez que à la fin du chapitre, je reviendrai sur l'exemple de la pomme, le prix de la pomme que j'ai donné au début du chapitre, pour lequel on effectuera l'intégralité du travail, lui permettant d'effectuer une prévision sur le prix de la pomme le mois prochain dans 3 mois, pour voir justement comment je déploie cette méthodologie. Pourquoi on fait tout ça? Parce que ce que l'on voudrait, évidemment, c'est effectuer des prévisions. Et vous voyez, si vous voulez prévoir le prix de la pomme dans 3 mois, dans 3 ans, eh bien, il faut prolonger la tendance. C'est bien ça, hein. D'abord, vous avez à prolonger la tendance. Donc, pour ça, il faut l'identifier, il faut mesurer la tendance, être capable de la prolonger. C'est comme ça que vous allez faire une prévision. Et puis, évidemment, il faut aussi tenir compte des saisonnalités. On a observé que le prix de la pomme était toujours plus bas au mois de novembre qu'au mois de juillet. Donc évidemment, si vous faites une prévision pour le mois de novembre, vous devez tenir compte d'un effet spécifique, d'un effet saisonnier, qui fait que le prix de la pomme est toujours en dessous de sa tendance au mois de novembre. Donc, si on effectue ces décompositions, c'est précisément pour arriver à un exercice. Si on effectue cette décomposition, c'est pour précisément arriver à un exercice de prévision. C'est ça l'objectif. Donc la prévision, elle peut être plus ou moins sophistiquée. Vous imaginez bien que si vous êtes un acteur sur les marchés financiers, c'est important de réfléchir à avoir des prévisions sur ce que pourrait être la valeur de tel ou tel titre financier demain pour pouvoir gagner de l'argent. C'est quelque chose qui est fondamental. Si vous êtes un gouvernement, vous avez besoin de piloter la politique économique et donc de savoir quel type d'action vous devez prendre précisément par rapport à des prévisions que vous faites pour réagir éventuellement à des creux économiques, etc. Évidemment, c'est un point très important que de faire des prévisions. Vous le savez bien. Alors, je vais bien souvent utiliser une série, en tout cas là, le premier élément, c'est une nouvelle série, qui est simplement le PIB en volume de la France, le PIB trimestriel. Donc, habituez-vous à ça, vous savez ce que c'est. Le PIB trimestriel, c'est ce qui est produit pendant une période de 3 mois, 4 trimestres par an, on est d'accord, puisqu'alors ça va. Et ce PIB, il est mesuré en volume. Donc c'est un indice, il est mesuré en fait à partir d'un indice de l'Asper, des quantités, d'accord. On neutralise l'effet prix.
savez que, en fait, ce n'est pas un indice de l'Asper des quantités, c'est un indice chaîne de l'Asper. Parce qu'on ne va pas le cumuler à partir d'une date donnée, mais on va simplement, chaque année, neutraliser les prix au prix de l'année précédente, d'accord, pour calculer l'évolution de la production et pouvoir ainsi reconstituer ce qu'on appelle un PIB en volume, c'est-à-dire un PIB qui ne tient pas compte de l'inflation. D'accord, il n'y a pas d'augmentation du niveau général des prix. Si vous regardez, alors il est mesuré quand même en euros 2010, c'est-à-dire qu'en 2010 est par ici, d'accord, c'est-à-dire qu'en 2010, le niveau du volume est la même chose que le niveau de la valeur, d'accord. Quand je dis le PIB en volume euro 2010, ça veut dire qu'en 2010, je ne sais pas si c'est au T1, je pense que ça doit être au T1 2010, c'est-à-dire à quel moment de 2010, au T1 2010 et au T4 2010, je ne vais pas vérifier, le niveau du PIB en volume est le même que le niveau du PIB en valeur, d'accord. C'est ça que ça veut dire, c'est l'année de référence, okay. Donc c'est base 2010 pour les prix. Ce que je vais représenter ici, c'est sur l'échelle de gauche, vous voyez que sur Excel, vous pouvez réussir à faire des graphiques, et là vous pouvez, les données sont disponibles, vous pouvez peut-être regarder comment on fait. On peut réussir à faire des graphiques dans lesquels on a une double échelle. Ici on a le temps, bien sûr, les trimestres qui se mettent, et puis à gauche, on a mis le niveau en milliards d'euros, ok, donc ça va de 250 milliards en 1980 jusqu'à un peu plus de 550 milliards en 2013, d'accord. Je n'ai pas renouvelé les données, donc elles sont anciennes, je suis désolé. Et la courbe bleue rend compte de l'évolution de ce PIB trimestriel, d'accord. J'ai fait apparaître aussi, donc évidemment, ce que l'on voit bien dans le dessin, c'est qu'il y a une tendance, d'accord, et la tendance, elle n'est pas liée à l'inflation, elle est liée à la croissance économique. Vous voyez que le PIB a quasiment été multiplié pas par deux, c'est pas exactement par deux, depuis 1980, par trimestre. Très étonnant, il y a eu la croissance économique depuis 30 ans, donc on a ce résultat-là. Évidemment, dans la série, vous identifiez une tendance, et c'est à partir de cette série qu'on va travailler, et vous voyez que bien sûr, il y a des inflexions. Il y a des moments, il y a la crise de 2008, vous voyez que c'est une inflexion assez violente, avec une chute du PIB, c'est-à-dire un taux de croissance négatif, et puis il y a des moments où ça accélère beaucoup, il y a des moments où ça ralentit, il y a des cycles économiques tout simplement. J'ai mis sur ce dessin, j'ai également représenté le taux de croissance du PIB. Le taux de croissance du PIB, le taux de croissance trimestriel, trimestre par trimestre, par rapport au trimestre précédent. Donc, cette fois, c'est sur l'échelle de droite, d'accord, et c'est la courbe qui est en rouge. Bien sûr, la courbe qui est en rouge, elle est complètement dérivée de la courbe en bleu. C'est juste un calcul de taux de croissance. Simplement, elle permet de mieux visualiser le cycle des affaires en quelque sorte. Elle est plus volatile. En gros, elle aussi, elle constitue une transformation qui permet de mieux voir ce qui se passe. Là, par exemple, on voit l'effondrement de 2008. D'accord ? On observe ici la baisse. Vous voyez qu'en un trimestre, on a perdu 1,5%. N'oubliez pas que 1,5% sur un trimestre, ça fait 5-6% sur une année, en rythme annuel. C'est un rythme trimestriel ici. Donc, on voit bien les choses. On voit ici, évidemment, ça c'est 0%. Donc tout ce qui est en dessous, c'est une situation de récession, de croissance négative. Et tout ce qui est au-dessus, c'est des situations de croissance positive. Et ce que je voudrais, moi, là-dedans décrire, c'est tenter de décomposer dans la courbe bleue. En fait, la courbe rouge, je ne vais plus tellement en parler, elle exprime la même information. Mais ce que je voudrais réussir à faire, c'est, dans la courbe bleue, essayer de décomposer ce qui provient d'une tendance. En général, on pense que c'est la croissance potentielle de l'économie française, liée au fait qu'on a des facteurs de production en plus, des travailleurs en plus, etc., du progrès technique bien alimenté, de ce qui provient du cycle économique. En fait, que des fois, on a des baisses temporaires qui sont reprises ensuite, et je voudrais faire cette décomposition. Donc, c'est mon exercice. Donc, le premier exercice, quand on regarde ça, c'est de se dire, c'est quoi la tendance? Qu'est-ce qu'on peut identifier comme étant l'évolution à long terme? Je ne sais pas comment on peut le dire, comment on peut définir la tendance. La tendance, c'est quelque chose qui n'est pas affecté dans la courte période. C'est quelque chose qui mesure ce qui peut se passer à long terme. Donc, c'est simplement repérer ici cette croissance et tenter de la prendre. C'est le premier point. Et puis, une fois que j'aurai la tendance, je vais pouvoir regarder les écarts à la tendance, ce qui nous sépare de la tendance. Et évidemment, vous voyez, c'est exactement comme quand on filtre quelque chose. On a une série,
Premièrement, on récupère la tendance. Après, il reste l'écart à la tendance, ce qui nous éloigne de la tendance. Dans cet écart à la tendance, on doit essayer d'analyser. On doit essayer d'analyser le cycle économique. C'est exactement ce que je vais faire ici. Donc on va commencer par définir et repérer la tendance. Ce qui paraît être le plus facile, en fait. D'accord? Et n'oubliez pas qu'une fois qu'on aura repéré la tendance, ça sera facile d'enlever le cycle, donc de définir l'écart à la tendance. Quelle définition de la tendance? Comment on peut définir une tendance? Je dis une tendance, je mets arbitraire. En fait, c'est pas arbitraire, c'est un peu vague. La tendance, c'est quelque chose qui est plus lisse, c'est-à-dire moins volatile que la série, okay, qui n'est pas affecté par le cycle économique, mais vous voyez que ça exigerait de définir ce qu'est le cycle économique, donc c'est pas une très bonne définition, on va dire la tendance, c'est ce qui n'est pas le cycle. C'est quoi le cycle? C'est ce qui n'est pas la tendance. Dans ce cas-là, on comprend que c'est pas forcément évident, et que c'est pas non plus affecté par des variations résiduelles ou accidentelles. Vous avez la maladie de la vache folle, c'est un choc conjoncturel important sur l'économie britannique. Vous le retrouvez évidemment dans l'évolution du PIB britannique. Voilà un choc accidentel, conjoncturel, maladie de la vache folle, c'est un bon exemple. La tendance, à quoi elle sert? C'est peut-être plus facile de se dire, finalement, au lieu d'essayer de la définir, la tendance, elle doit nous aider à prévoir le long terme. C'est-à-dire, elle doit nous aider à le faire en prolongeant la tendance. Et là aussi, vous pourrez me dire, c'est quoi le long terme? C'est 15 ans, c'est 20 ans? Bon, tout ça est relativement vague, et je fais exprès de dire que c'est vague. Il y a deux grandes manières. Donc, du coup, comme on n'arrive pas à exactement définir ce que c'est, le mieux, c'est de le faire. On va comprendre ce qu'on fait, d'accord? Il y a deux grandes manières, dans ce cours en tout cas, on va avoir deux grandes manières de définir, de construire la tendance. La première, c'est l'ajustement par les moindres carrés. L'ajustement par les moindres carrés. Sans eux, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un E ici, c'est horrible. Et la deuxième, c'est d'effectuer des moyennes mobiles. C'est les deux manières de faire qu'on va voir. Il y a une question qu'on doit se poser aussi lorsqu'on réfléchit à la tendance, et c'est une question qu'on a déjà beaucoup introduite, indépendamment de ce que je viens de dire sur moyenne mobile et moyenne carré, on va en parler. C'est la tendance. Est-ce que c'est une tendance linéaire? Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est une tendance à taux constant? Est-ce que c'est une tendance exponentielle? Est-ce que c'est une tendance d'une autre nature? Ça aussi, c'est des questions qu'on doit se poser, okay, et qui sont relativement indépendants de la question précédente de l'ajustement par les moyens carrés, je vais revenir après. La question de la tendance linéaire et de la tendance exponentielle, on sait très bien qu'une tendance exponentielle devient linéaire si on prend son logarithme. Donc, c'est aussi une question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on regarde la série telle que je l'ai fait en niveau ou en logarithme? En fait, ça revient à se poser un peu la même question, de savoir si la tendance est linéaire ou exponentielle. Il y a beaucoup de questions, c'est pas simple. Je pense que le mieux, c'est de pratiquer et de regarder ce qu'on obtient. Et éventuellement, comme on fait des hypothèses différentes à chaque fois, un traitement différent, on obtient un résultat qui est un petit peu différent. Quel est celui qui est le plus pertinent? On va le voir. On va y réfléchir un instant, on va les comparer. De toute façon, construire un modèle, donc un modèle de tendance, un modèle de décomposition, ça nécessite toujours des hypothèses qui sont éminemment critiquables, d'accord, qui sont peut-être bons à un moment, et puis à d'autres moments qui sont moins pertinentes. Il n'y a pas de définition absolue de ce qu'est un cycle économique. Il y a des définitions conventionnelles de ce qu'est un cycle économique. En l'occurrence, je crois que c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. C'est ça une récession. Il y a beaucoup d'économistes, de statisticiens qui, dans les 30-40, quand on a découvert la comptabilité nationale, ont essayé de mesurer le cycle. Il y a un énorme programme de recherche. Toutes les hypothèses sont discutables. C'est conventionnel. Donc, moi, une manière d'aborder le problème, c'est de dire, voilà, on va regarder aussi un peu sur Excel ce qu'on peut faire. On va commencer par réfléchir à ce que j'appelle la tendance par les moindres carrés. Je ne sais pas pourquoi je vais mettre un peu à carré, mais c'est grave, hein. D'accord. Donc, on a le pic trimestriel, il est ici, c'est la courbe noire, d'accord. Donc l'échelle est un petit peu différente, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'échelle n'est pas très pertinente, et c'est la même série que celle qu'on avait auparavant, de 1980 à 2013 T4. Et puis, ce qu'on voudrait, c'est ajuster une tendance. Là, on peut ajuster une tendance, c'est quoi? C'est quelque chose qui va capturer cette évolution qui est une croissance du PIB, depuis 30 ans en trimestriel. On peut voir deux manières de capturer cette tendance. On peut d'abord se dire, en fait, ce qu'on veut mesurer, c'est une tendance linéaire.
C'est-à-dire, c'est d'ajuster une tendance qui soit une droite. C'est quoi une droite ici? Une droite, imaginez que cet axe-là, c'est l'axe du temps, d'accord? Donc c'est T, j'appelle ça T, d'accord? C'est l'axe du temps. Ajuster une droite linéaire, c'est simplement trouver une évolution ou une tendance qui soit de la forme A plus BT, d'accord? A plus BT, avec B, la pente de la droite, donc c'est la droite rouge ici, tendance qu'on essaie d'ajuster sur l'évolution, ou bien, ça c'est la tendance linéaire, ou bien on pourrait envisager quelque chose qui soit une tendance exponentielle. C'est ce qui se passerait en bleu. D'accord? La différence entre les deux, c'est que la droite c'est une droite, et l'exponentielle, c'est une courbe qui monte de plus en plus. Et vous voyez que la question c'est de savoir, mais comment je situe, ici j'ai mis deux tendances, comment je la situe? Comment je choisis le A? Comment je choisis le B? Comment je choisis le Y0? Comment je choisis le petit G qui est ici? Et vous voyez que, visiblement, je les ai choisis. Ici, j'ai mis A égale 1,9421. Et ici, le B, c'est l'inverse, pardon. Ça, c'est B, 1,9421. C'est la pente. Et ça, c'est 261,75. C'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? 200. Quand vous avez une équation de droite, d'accord? Vous voyez que ça veut dire que en t égale 0, ma tendance vaut 269,75. C'est ce point-là, d'accord? Pour t égale 0, vous voyez que y vaut 269,75 milliards d'euros, puisque c'est en milliards d'euros. Et puis ensuite, au fur et à mesure que le temps se met en place, vous voyez que ça augmente, et le coefficient B qui est ici, qui vaut 1,9421, quelle est sa signification? C'est la pente. Donc ça veut dire qu'à chaque date, à chaque trimestre, cette tendance nous montrerait que le PIB augmente de 1,9421 milliards d'euros. C'est bien ça, la pente. D'accord? Donc 1,9421, ça serait le montant d'augmentation du PIB lié à la tendance qu'il y aurait trimestre après trimestre, d'accord, en restant sur la tendance. Donc c'est bien ça, une tendance linéaire. C'est quelque chose dans lequel vous mesurez la situation initiale, l'ordonnée à l'origine, 269,61 milliards, et puis ensuite, vous observez que chaque année, chaque trimestre, puisque T, c'est les trimestres, ici, ça prend 1,94 milliards. Vous comprenez bien que, effectivement, ici, vous avez, je ne sais pas, entre 80 et 2013, vous avez 33 trimestres, c'est-à-dire 120, vous avez 33 années, c'est-à-dire 120 trimestres. Vous voyez que si vous prenez 120 et que vous multipliez par 1,94, ça va faire 220 milliards. Ça explique pourquoi vous passez de 269,75 ici à 500. C'est bien ça. Donc, ceci revient à considérer que le long terme, le PIB s'accroît comme une évolution arithmétique. D'accord? Chaque trimestre, on gagnerait 1,94 milliards. Donc ça, c'est une tendance linéaire. Ici, la tendance exponentielle, c'est une tendance qui s'effectue à taux constant. Donc, c'est une évolution, on qualifie d'évolution géométrique, avec une évolution qui serait une tendance à taux constant. C'est quoi cette tendance à taux constant? C'est quelque chose qui est exponentiel GT, d'accord? Et vous voyez que le G, ici, le G, on ne voit pas très bien, il faudrait à peu près 0,049. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque trimestre, si on croit à ça, si on croit, pas dans le sens croître, dans le sens croire, pardon, ça signifierait que chaque trimestre, le PIB augmenterait de 0,49%. C'est ça, d'accord? C'est pas stupide. 0,49% chaque trimestre, ça fait à peu près 2% sur un an, d'accord? C'est à peu près le rythme de croissance de l'économie française depuis 30 ans ou 40 ans. Donc c'est pas un hasard que ici, le G vaille 0,49%. Après, vous allez me dire, mais finalement, quelle est la différence? Laquelle je vais choisir?
c'est assez indiscernable, c'est pas totalement indiscernable, mais il y a une différence entre les deux. D'accord? Sur 30 ans, le fait de considérer une tendance linéaire ou une tendance exponentielle, ça ne saute pas aux yeux de savoir ce qui est le plus pertinent. Si on l'avait fait sur 50 ans, ou sur 60 ans, ou si on l'avait fait sur la croissance chinoise, sur le PIB chinois, je crois que ça aurait fait une grosse différence. Et ici, c'est pas énorme. Pourquoi? Parce que le taux de croissance trimestrielle, il est relativement modeste. Enfin, il n'est pas si modeste que ça fait 2% annuel, c'est quand même important. Et c'est pas évident. Donc, voilà deux manières de représenter la tendance. Après, vous allez me dire, mais pourquoi vous avez choisi 0,49%? Pourquoi vous avez choisi 281,89? Tous ces chiffres. C'est ça, cette idée d'ajustement par les moindres carrés. L'ajustement par les moindres carrés, ça consiste juste sur ce dessin, on ne va pas faire beaucoup de mathématiques là-dessus, ça consiste juste à choisir la droite, ou l'exponentielle, prenons la droite, de manière à ce que l'écart horizon vertical à chaque date entre le point effectif et la droite, d'accord, la somme de tous ces écarts au carré soit le plus petit possible. Donc, on va ajuster, c'est pour ça que je l'appelle le site d'ajustement. On va ajuster la droite, le A et le B, d'accord? Comment on va choisir ce 269,75 et ce 1,9421? C'est Excel qui le fait. Comment va-t-il le choisir? Il va le choisir de manière à ce que la droite passe le mieux possible sur la courbe. Et ça veut dire quoi, passe le mieux possible? Ça veut dire que la somme des écarts à la droite, au carré, la somme des écarts au carré, soit le plus petit possible. C'est pour ça qu'on appelle ça les moindres carrés. Vous allez dire, mais pourquoi je prends le carré? Ce qui m'intéresse, c'est la distance. Il faut que la distance soit le plus petit possible. Évidemment, la somme des écarts, il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. En fait, on pourrait montrer que cette somme des écarts, elle est égale à 0. Vous avez autant de fois où c'est en dessous que de fois où c'est au-dessus. Donc vous n'allez pas minimiser la somme des écarts négatifs et positifs. C'est égal à 0. D'accord? C'est ce qui détermine d'ailleurs le niveau de A. Après, vous pourriez me dire, mais pourquoi on a minimisé la somme des écarts au carré? On a très bien pu prendre la somme des valeurs absolues des écarts. D'accord? C'est pas la même chose. Ben, quand on aime bien faire les nombres au carré à cause d'un théorème qui est celui de Pythagore, pour le faire simple. C'est plus simple, mathématiquement, de manier des objets qui sont mesurés des écarts au carré que de mesurer des valeurs absolues. La fonction valeur absolue est une fonction complexe mathématiquement et difficile à manipuler. Donc c'est pour ça qu'on minimise la somme des carrés. Et c'est comme ça qu'on appelle ça les moindres carrés. Je vais vous montrer après ce que ça donne sur Excel. Pour l'exponentielle, on fait la même chose. On choisit une courbe exponentielle. Une courbe exponentielle, c'est quoi? C'est la donnée du Y0 et du G. Et pareil, après, quel Y0 on va choisir? Quel G on va choisir? Et bien on va le choisir de manière à rendre le plus petit possible le carré des écarts entre la courbe bleue, d'accord, qui est l'exponentielle, et la courbe noire. C'est pour ça qu'on appelle ça moindre carré. Et c'est pour ça qu'on appelle ça ajustement. Alors, comment fait-on sur Excel? Peut-être le mieux, c'est de faire caché au Blackboard. J'ai sur Excel. J'essaie bien sûr de ne pas vous montrer le sujet d'examen. Voilà, j'étais sûr que ça allait vous intéresser. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une. Vous prenez, voilà, c'est là, d'accord? Donc ça, c'est les données que vous avez. Voilà. C'est ça la série, non, ça c'est pas le sujet de l'examen. C'est ça la série qu'on analyse, d'accord? C'est la même, hein. Elle est en rouge, elle est sur Excel. Ok? Donc, je l'ai reproduite, ok? Elle est là. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver la tendance. Donc, comment je vais trouver ma droite rouge et ma droite bleue exponentielle? Ce que je fais, c'est que je vais dessus et je clique droit, d'accord? Et là, vous voyez que ça s'est mis à réfléchir comme ça, d'accord? Il a repéré la série. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me mets dessus et je clique gauche. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ajouter une courbe de tendance. Vous voyez, là j'ai cliqué gauche, j'ai d'abord cliqué droit pour la mettre en surbrillance, et après j'ai cliqué gauche, et là il m'a dit ajouter une courbe de tendance. Peut-être que vous ne voyez pas grand-chose. Donc je clique dessus, ok, et là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me dit,
c'est quoi votre option de la courbe de tendance? Type de régression de courbe de tendance. Un peu bizarre, je vais dire que c'est linéaire. Parce que ce que je veux, c'est d'abord ajuster une droite. D'accord? Et ce qu'il va faire, nom de la courbe de tendance, je l'appelle linéaire. D'accord? Il me demande aussi, il me propose de définir l'interception. C'est très mauvais français. L'interception, c'est l'ordonnée à l'origine, le point de départ. D'accord? Je ne vais pas le définir, je vais le laisser faire. Il va choisir A et B. Et comment va-t-il le faire? Il va le faire de manière à minimiser la fameuse somme des carrés. Donc, juste ce que je vais mettre, c'est afficher l'équation sur le graphique. Comme ça, il me donnera directement le résultat. D'accord? Et vous voyez que quand j'ai écrit afficher l'équation sur le graphique, bon, en fait, il a fait un petit calcul. Il a mis la tendance. Il l'a mise, d'accord? Elle est apparue. Et donc, voilà, j'ai terminé. OK? Évidemment, après, je peux la rendre plus jolie. Hein. Cette tendance, elle est là, d'accord? C'est cette droite-là. Je peux la rendre plus jolie. Je peux, par exemple, format de la courbe de tendance. Non, ça j'ai déjà fait. C'est pas la peine de le refaire. J'ai obtenu ma droite. OK? Évidemment, ensuite, vous voyez, la droite avec l'équation qui va avec. 1,9421, 269,75. Qu'est-ce qu'a fait Excel pour lever celui qui clique? Eh bien, il a choisi le A et le B de manière automatique. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous demander de faire au partiel. Il a choisi le A et le B de manière à ce que la somme des carrés des écarts à la tendance soit minimum. C'est la droite des moindres carrés. OK? Si maintenant, je veux faire la même chose, mais que je veux mettre une tendance exponentielle, ben, j'en fais la même chose. Ajouter une courbe de tendance, et vous voyez que dans les courbes de tendance qu'il propose, il propose aussi la tendance exponentielle. En fait, il en propose plein de différentes. Bon, moi, je ne vais pas utiliser plein de différentes. Donc, je vais toujours mettre l'exponentielle, et si je mets l'exponentielle, hop, vous voyez, quand je vais cliquer sur l'exponentielle, il y a tout de suite une deuxième courbe qui est apparue. C'est la courbe exponentielle, la tendance exponentielle. Calculée de la même manière, selon le principe des moindres carrés. D'accord? OK? Donc, pour le faire, il suffit juste de cliquer droit, vous repérez la série, et vous cliquez droit dessus. OK? Ça marche pour n'importe quelle série. Je ne sais pas si, là, par exemple, je dis, vous voyez, un truc qui serait peut-être un peu bizarre, ce serait de dire, vous voyez cette série qui est à droite, là, c'est la série des taux de croissance. OK? Je sais pas, c'est là parce que en gros, je l'ai représenté. Je pourrais faire la même chose. Je pourrais ajuster une tendance sur les taux de croissance. OK? Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. La tendance sur les taux de croissance, la ligne droite, c'est le taux de croissance moyen. Et vous voyez, il y a une légère baisse du taux de croissance. Je viens de mettre une tendance sur les taux de croissance. C'est un peu compliqué. Ça a plutôt tendance à baisser, vous voyez, c'est la droite que j'ai rajoutée là. Sur n'importe quelle série Excel, en cliquant sur la série et en cliquant droit sur la souris, vous pouvez rajouter la courbe de tendance et vous choisissez celle que vous préférez. Donc celle-ci, la linéaire, ou l'autre, l'exponentielle. L'exponentielle, je n'ai pas mis le... C'est toujours le même principe. Vous voyez que quand vous le faites, d'accord, ce que je vous conseille, c'est afficher l'équation sur le graphique. Parce qu'en affichant l'équation sur le graphique, il vous donne les chiffres. Vous voyez, c'est écrit en tout petit, hein, il faudra mettre une loupe, si ça veut le faire. Il vous donne l'équation de la tendance exponentielle. OK? Donc c'est comme ça qu'on fait simplement sur Excel. Maintenant, cette tendance de moindre carré, elle va relativement vous occuper au cours de votre cursus de licence. Ça consiste juste à faire un ajustement en fait. Et cet ajustement, il peut être linéaire ou il peut être exponentiel. Et à chaque fois, le principe est le même. Vous allez minimiser le carré des écarts. Excel va minimiser le carré des écarts, ce qui va permettre de déterminer le A et le B, ou le Y0 et le G. D'accord? Et en moyenne, bien sûr, la somme des écarts sera égale à 0. D'accord? Vous n'allez pas mettre la tendance en dessous. Vous allez choisir la tendance à un niveau tel que la somme des écarts est égale à 0. En somme totale, négative de B.
l'évolution, je vous ai dit, est-ce que vous croyez, si je devais décrire l'évolution du PIB trimestriel en France, est-ce que vous croyez que la meilleure manière de l'écrire, c'est-à-dire, chaque année, chaque trimestre, on produit 1,94 milliard de plus, d'accord? Donc c'est une évolution arithmétique, du début à la fin, ok? En gros, c'est indépendant de la taille de l'économie, c'est parce que vous croyez que c'est une évolution arithmétique. Ou est-ce que vous croyez mieux de dire, en moyenne, l'économie française, trimestriellement, elle a cru à un taux qui est à peu près de 0,49% depuis 1981. Soit vous préférez la première, soit vous préférez la seconde, et ça dit votre choix de tendance. Moi, quand je regarde, les 0,49%, évidemment, c'est le taux de croissance moyen. D'accord? Et donc c'est la moyenne de ces taux de croissance. Ce que vous voyez sur ce dessin, subtilement, c'est que le taux de croissance moyen, vous voyez, il a une petite tendance à baisser. Quand j'ajuste ici les moindres carrés, vous voyez, la tendance sur le taux de croissance, elle est à la baisse. Donc ça veut dire qu'on croît de moins en moins vite. Ok? Donc du coup, si vous prenez une tendance exponentielle, vous voyez que vous avez tendance un peu à surestimer le niveau de la série à la fin de l'échantillon, parce que vous faites comme si ça croît à taux constant, alors que ce n'est pas exactement vrai, d'accord? Et si vous prenez une tendance linéaire, c'est un peu curieux parce que vous vous dites que depuis 1980, le PIB a quasiment été multiplié par 2, d'accord? Et que l'augmentation du PIB est proportionnelle à la taille du PIB lui-même. Vous croyez un phénomène géométrique. Et ce n'est pas totalement géométrique, puisque vous voyez que le taux de croissance est lui-même décroissant. Donc, ensuite, c'est une question de choix de modélisation. On va voir un peu quelles conséquences ça va avoir. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas simplement de regarder la tendance, mais c'est aussi de regarder l'écart à la tendance. Ce que nous appelons l'écart à la tendance, le cycle économique. Donc finalement, évaluer la tendance, c'est aussi regarder ce que la tendance ne décrit pas, c'est-à-dire le cycle, ce qui reste. C'est une opération de filtrage. Donc un bon filtre, c'est quelque chose qui sépare, et pour regarder s'il sépare bien ou pas, vous regardez à la fois ce que vous en extrayez au moment du filtrage, et ce qui reste ensuite dans le gobelet. Est-ce que vous avez bien filtré ou pas? Il faut regarder les deux éléments en fait, pour pouvoir juger. Ce que l'on vous montre ici, c'est uniquement la tendance. Je n'ai pas de choix, je suis très pragmatique. Ce qui me semble, c'est que les évolutions économiques sont plutôt des évolutions géométriques, même si le taux de croissance est allé en décroissant très légèrement. Je ne peux pas répondre en fait, totalement à votre question, qui est évidemment une question super importante. Donc, j'ai expliqué comment on fait ça, donc c'est à vous, je pense, de le faire. Ça veut dire que le jour de l'examen, on ne peut pas vous demander de calculer A et B. Par contre, on peut vous demander sous quel principe c'est calculé. C'est quoi la tendance des moindres carrés? Je l'explique ici, je crois que je l'explique là plutôt, voilà. Ok, je l'explique un peu mieux mathématiquement. Tendance des moindres carrés calcul, donc c'est Excel qui le fait de manière automatique. Ok. Comment se détermine la forme de la tendance des moindres carrés? C'est-à-dire comment se détermine le A et le B, comment se détermine le Y0 et le G, qu'elles soient exponentielles ou linéaires. Ce que je dis juste, c'est qu'on va ajuster le nuage de points. En fait, les données constituent une forme de nuage de points, c'est l'évolution de la série, vous pouvez le voir comme un nuage, et puis on va essayer d'ajuster au milieu de ce nuage de points quelque chose qui rend compte de son évolution. C'est ça qu'on fait. Hein. Donc c'est un ajustement par les moindres carrés. Et l'objectif qu'on va avoir, c'est simplement de minimiser la somme des carrés, des distances séparant un point de la droite de tendance. Donc, imaginez ici, vous avez deux points, c'est un petit peu basique, un peu stupide. Vous avez un point A et un point B, d'accord? Donc c'est deux observations. La réalité, on en a 18 000, 128, d'accord? Dans l'exemple qu'on a. Ce qu'il faut, c'est essayer, évidemment, si on n'avait que deux, la réponse à la question, elle est stupide, d'accord? Entre deux points, c'est qu'une seule droite. Donc si vous devez ajuster, pour ça que j'en sais des comptes, c'est peut-être peu pertinent, si vous devez ajuster une droite qui passe par deux points, ok, il suffit juste de tracer la droite qui est les deux points. Le problème se pose dès lors que vous n'avez plus de deux points, quand vous avez trois points, d'accord? Donc quelque part, pour être plus pertinent, donc point de vue, mon exemple n'est pas très bon, d'accord? Il faut rajouter un troisième point qui est le point C. C'est quoi l'idée? C'est d'essayer de trouver une droite
qui ajuste au mieux l'évolution de A, B et C. D'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer toutes les familles des droites, qui s'écrivent sous la forme y égale ax plus b. Bon, moi c'est plutôt a plus bt, c'est bien y égale ax plus b, si c'est x. Et vous allez faire en sorte que le a et le b soient choisis de manière à ce que la somme des carrés des écarts soit la plus petite possible. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'ajustement et de moindre carré. Donc, le programme, il s'écrit comme ça. Vous voyez que cet écart entre YT et la tendance, qui est A plus BT, c'est YT moins A plus BT. Vous le mettez au carré pour pouvoir considérer tout le temps des valeurs positives, d'accord, dans les deux sens. Et puis, vous allez choisir A et B, ou Excel va choisir A et B, de manière à rendre au minimum cette somme des carrés. Ok? Et croyez-moi, il y a une solution unique à ce problème, qui permet à la fois de déterminer A, l'ordonnée à l'origine, de manière à ce que, en moyenne, la somme des écarts soit nulle, et B, la pente. Donc c'est ça le principe du moindre carré. C'est juste minimiser la somme des écarts verticaux au carré, d'accord? Pour tous les points possibles. Donc c'est comme ça qu'on trouve A et B. C'est comme ça que Excel trouve A et B. Et encore une fois, il y a une solution unique à ce problème. Ce problème est mathématiquement traitable. Évidemment, le principe est le même si vous considérez une famille de tendance exponentielle. La tendance exponentielle, elle s'écrit Y multiplié par exponentielle GT. Donc les deux choses qu'on doit déterminer, c'est Y et G, d'accord, comme vous déterminez A et B précédemment. Et le principe est le même. Vous considérez la famille de toutes les courbes exponentielles, donc paramétrées par Y et G, et puis vous allez minimiser l'écart vertical entre le niveau de la série, et puis ces courbes-là, le tout pris au carré. C'est ce que fait Excel aussi. C'est comme ça qu'il calcule Y et G. Quelle tendance choisir? C'était la question que vous posiez. Pas évident au vu des graphiques, d'accord? Est-ce que vous préférez dire, au vu des graphiques, c'est difficile de répondre à cette question. On a vu qu'il n'y avait pas tellement de différence sur 30 ans de croissance trimestrielle française. Est-ce que vous préférez dire le PIB augmente de 1,94 milliard tous les trimestres en euros 2010, ou est-ce que vous préférez dire la croissance trimestrielle a été en moyenne de 0,49% en France depuis 30 ans, d'accord, 30 ans ou 40 ans. C'est cette alternative-là. Vous voyez que si vous mettez juste une tendance linéaire, ben, vous ne tenez pas compte du caractère multiplicatif en quelque sorte de la croissance. Et puis, si vous tenez compte juste d'un truc exponentiel, vous faites comme si la croissance était tout le temps à taux constant. Alors on sait très bien que, à taux constant dans la même période, alors on sait très bien qu'il y a peut-être eu un essoufflement de la croissance dans cette période-là. Le choix, il n'est pas évident à faire. D'accord ? Alors, moi je dirais, croissance de long terme à taux constant, c'est une tendance exponentielle. Croissance de long terme à taux décroissant, ce n'est pas une tendance exponentielle, c'est peut-être une tendance linéaire. Donc si vous croyez qu'il y a une espèce d'essoufflement de la croissance, c'est un thème qui plaît beaucoup, dans ce cas-là, peut-être que c'est mieux d'écrire ça par une tendance linéaire. Et rappelez-vous la discussion de Malthus. Malthus disait le PIB augmente de manière arithmétique, ce qui est produit augmente de manière arithmétique, alors que la population augmente de manière géométrique. Et il avait bien réfléchi à cette question, il s'était dit, si ça est vrai, ben ça veut dire qu'à long terme, on va avoir des famines, on va avoir des moments des moments de déséquilibre entre la démographie et la production. Donc depuis ce temps-là, depuis 200 ans, on a observé factuellement que Malthus avait tort. D'accord ? Malthus avait tort. Il avait tort pour deux raisons. D'une part, il n'est pas si évident que ça que la production augmente de manière arithmétique. On a eu des épisodes de croissance incroyables. Et d'autre part, on a vu que la démographie, il pouvait y avoir une transition démographique qui fait qu'elle ne montait pas non plus à taux géométrique. Donc Malthus a eu tort. C'est une question éternelle. Il n'y a pas de loi objective de cette question. Si vous voyez la croissance économique comme un phénomène cumulatif, vous allez plutôt dire, bah oui, quand la taille de l'économie s'accroît, on peut davantage investir. Donc évidemment, le supplément de production qu'on va faire va augmenter proportionnellement. C'est un débat philosophique. C'est ce
celui des limites de la croissance. Moi, je n'ai pas de solution à cette question. Et je ne vous parle même pas du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles. D'accord? Je n'ai pas de réponse à cette question. Juste, je vais revenir juste sur ce graphe pour insister sur quelque chose. C'est que, effectivement, hein, vous voyez que ce que j'appelle le T ici, quand je dis la croissance est linéaire, ça veut dire que je modélise le niveau du YT comme étant égal à A plus BT. D'accord? Et A, c'est 269,75 plus 1,9421 fois T. Ok? Donc ici, T va de 0 à, ben, je ne vais pas noter, c'est dommage, j'aurais dû le faire. Vous voyez qu'il y a 33, à peu près, il y a 33 années, d'accord? Donc il y a à peu près environ 130 trimestres, d'accord? Donc c'est simplement ça, c'est cette équation de droite, la droite rouge, d'accord? La tendance rouge. Et on est d'accord que ceci, 239,75, c'est juste l'ordonnée à l'origine, d'accord? De la droite, pour t égale à 0. Et ça, c'est la pente de la droite. D'accord? Ça veut dire que chaque trimestre, on estime que le PIB a augmenté de 1,9421 milliard d'euros. D'accord? C'est bien ça. C'est ça qu'on ajoute chaque trimestre. Si vous expliquez une tendance exponentielle, vous allez écrire comme étant y est égal à y0 ou y exponentielle gt. D'accord? Et ce y0 vaut 281,89. D'accord? Et le g, il vaut 0,049t. D'accord? C'est ça. Vous voyez que le 281, c'est aussi l'ordonnée à l'origine. C'est là. D'accord? C'est la situation initiale, puisque pour t égale 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. D'accord? D'accord? L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, si vous prenez t égale 0, vous voyez que 281, c'est la situation initiale de la tendance bleue exponentielle. Et puis après, vous calculez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez que le delta y sur y, c'est-à-dire le taux de croissance trimestriel, est de l'ordre, a été constant, et de l'ordre de 0,49%. D'accord? Et de l'ordre de 0,49%. Et c'est ça que vous décrivez. Évidemment, vous voyez que la courbe bleue est bien au-dessus du niveau, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez vu que la croissance, elle se tasse. D'accord? Le taux de croissance lui-même décroît. Du coup, à la fin, vous êtes en dessous de la courbe exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je ne sais pas. En tout cas, il faut ces deux manières différentes de représenter la tendance, qui ne paraît pas complètement stupide. Alors, je vais peut-être faire la réponse. À moins que vous ayez une question? Pas de question? D'accord. Bon, vous n'êtes pas angoissé par l'examen de samedi, c'est pas un programme ça, hein, pour l'examen de samedi. Hein. C'est gentil de venir aujourd'hui, hein, mais non, vous avez raison de venir. Parce que ça sera l'examen de l'épreuve d'après, l'étude partielle. Voilà. Bon, on fait la pause. Comme ça, les absents n'ont pas bénéficié des conseils. Sauf que là, comme on l'a remis, maintenant, ils se disent ah mince, c'est vraiment dommage, qu'est-ce qui s'est dit avant? Bon, vous le rencontrez, vous avez le droit de le rencontrer. Faites ce que vous voulez avec eux. Ok, donc j'en étais là, voilà, j'ai fait la tendance des moindres carrés, on l'a calculé. Donc j'ai dit, il y a une deuxième manière de calculer la tendance, qui est la tendance par la méthode des moyennes mobiles. Alors, je ne sais pas si... Ouais. Finalement, c'est plus compliqué cette histoire de moyenne mobile. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi assez rapidement. Quand on essaie d'écrire une tendance, on devrait décrire une espèce de lissage de la série en quelque sorte. Vous avez une évolution avec des hauts, des bas, etc. Vous devriez avoir une évolution qui soit plus lisse, moins volatile. Une manière de rendre une évolution moins volatile, c'est d'effectuer des moyennes mobiles. Des moyennes mobiles. C'est-à-dire, par exemple, si vous lissez une série qui est Y1, YT, d'accord? Vous voyez que ce que vous pouvez faire, c'est à chaque date, sauf la première et la dernière
où les données ne sont pas disponibles, vous pouvez calculer la moyenne équipondérée avec 3 termes, 5 termes, centrés sur la variable à dater, de la date précédente, de la date suivante et de la date actuelle. D'accord? Ça revient juste à faire une forme de lissage. C'est ce qu'on appelle faire une moyenne mobile. Donc ici, ce qu'on a fait, le calcul qu'on fait par exemple ici, c'est on a calculé une moyenne mobile d'ordre 3. Alors, parce qu'il y a 3 termes, elle est centrée sur à la date t, d'accord? Vous n'allez pas décaler le calcul de la moyenne mobile. Vous allez prendre une date avant, une date après, 2 dates avant, 2 dates après. Donc vous voyez que c'est toujours avec un nombre impair, d'accord? C'est toujours avec un nombre impair. Et puis, elle est équipondérée dans le sens ici où vous mettez les coefficients 1 tiers, 1 tiers, parce que vous avez 3 termes. Peut-être vous auriez pu me dire, on aurait pu mettre un coefficient plus important pour la date actuelle. C'est une question de modélisation. Donc ici, je viens de calculer, je vais faire un lissage, parce que je comprends bien que ça va glisser les évolutions. On fait des moyennes glissantes comme ça, mobiles. Elle est ici d'ordre impair, elle est équipondérée, et bien sûr, elle est centrée sur la date t, pour que quand je bouge, je n'ai pas de décalage temporel qui se mette en place. D'accord? Donc c'est ça, faire une moyenne mobile. On peut, évidemment, vous comprenez aussi que je l'ai fait ici à l'ordre 3, je peux très bien le faire à l'ordre 5. Je peux prendre non plus une date avant, une date après, mais 2 dates avant, 2 dates après. 3 dates avant, 3 dates après. À chaque fois, je calcule une moyenne sur un impair de termes, d'accord? Et à chaque fois, j'équipondère. Donc ici, je vais mettre uniquement un coefficient 1/5, parce que j'ai 5 observations. Et vous voyez qu'en faisant ça, vous allez adoucir le profil de la série. Si la série a des hauts et des bas, en faisant une moyenne mobile comme ça, vous allez adoucir son profil. Et donc petit à petit, vous allez dégager une tendance en la lissant. Mais il y a un problème. Le problème, il est là. C'est que quand vous disposez de données qui vont de 1 à grand T, quand vous calculez la moyenne mobile d'ordre 3, vous ne pouvez pas la calculer des premiers points. Parce que vous ne connaissez pas la valeur en -1. Et donc, plus vous augmentez l'ordre de la moyenne mobile, moins vous pouvez la calculer sur un nombre important de points. D'accord? On voit bien, à la fin, si vous prenez un nombre de moyennes mobiles qui est tellement important, un nombre qui est tellement important, vous finirez par la calculer que sur une seule date. Et cette date, ça vous donnera quoi? Ça vous donnera juste la moyenne de la série, sur toutes les données. D'accord? Si vous avez, imaginez 100 observations, plutôt 99 observations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, si vous prenez une moyenne mobile d'ordre 99, d'accord? D'ordre 49, pardon, d'ordre 99, vous avez 49 termes avant, 49 termes après, et un terme au milieu. Donc avec 99 points, vous pouvez calculer une moyenne mobile jusqu'à l'ordre 99. Mais évidemment, la moyenne mobile d'ordre 99, vous pourrez la calculer que sur un seul point, celui du milieu. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que ça ne va pas vous donner une tendance, ça va vous donner un point qui sera la moyenne de la série. Ok? Donc on a ce problème-là. Alors là aussi, il faut être pragmatique. Donc, vous pouvez dire ça de cette manière-là. Vous voyez, je note ça comme ça. J'appelle ça ZTK, c'est la moyenne mobile d'ordre K impair, équipondérée, dans le sens où je mets autant de poids sur chacune des séries. Donc vous voyez qu'ici, il y a K donné, avec K impair, d'accord? Sinon, je ne vais pas pouvoir la centrer sur YT. Et donc, je mets autant de variables avant que de variables après, et je prends la moyenne simple, équipondérée. Ok? Ceci consiste à faire une moyenne mobile. Évidemment, au fur et à mesure que vous augmentez le K, le nombre de termes de la moyenne mobile, et ben, vous faites apparaître un mouvement qui est de plus en plus lisse, mais calculé sur un nombre de plus en plus réduit de points. D'accord? Donc c'est ça, faire une moyenne mobile. Voilà. Donc, bien sûr que c'est ce que je mets là, c'est instructif de regarder si vous avez bien quand K s'approche de T-1 sur 2. D'accord? Donc, c'est pas T-1 sur 2, mais ce serait 2T-, donc T-1. Ouais, ça doit pas un truc là. Imaginez, si T vaut 99, d'accord? Ok? C'est mal dit. Ok? Vous pouvez calculer une moyenne mobile d'ordre 99.
C'est-à-dire 49 avant, 1 au milieu et 49 après. D'accord? C'est bien une moyenne mobile impaire d'ordre 89. Là, je l'ai mal dit. Quand K s'approche de 99, si T est égal à 89, la moyenne mobile ne se calcule que pour une seule axe, et c'est simplement la moyenne temporelle sur l'ensemble de l'échantillon. Ça n'exprime pas une tendance. Donc on a ce problème-là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on augmente la moyenne mobile, on a quelque chose qui est de plus en plus lissé. Pour s'en convaincre, regardons par exemple un exemple d'application de ça. Si je considère l'évolution du PIB de 2000 à 2014, c'est sur un échantillon plus petit que celui que j'avais précédemment. Vous savez qu'il y a un phénomène qui est important, qu'on voit mieux ici, c'est la récession de 2008-2009. D'accord? Donc elle est ici au milieu. Donc vous avez d'abord une première tendance, et puis là vous avez l'impression que vous avez une forme de rupture, peut-être une seconde tendance. En gros, vous avez une crise qui est profonde. Si vous cherchez à ajuster une tendance linéaire, vous allez passer au milieu du nuage, d'accord? Et bien sûr, vous allez repérer la crise en question, et vous allez faire comme si c'était la même chose avant ou après. Or, il semble bien qu'avant, la croissance soit plus forte, et après, vous voyez, la croissance est plus molle. D'accord? C'est d'ailleurs ce qui est le cas. Donc vous aimeriez bien avoir quelque chose qui ajuste mieux, et qui justement mesure en quelque sorte cette espèce de changement de tendance, cette évolution de la tendance. C'est là où on peut essayer de faire des moyennes mobiles. Regardez, vous voyez, une récession brutale et une forme de rupture de tendance, avec une reprise franche, puis une quasi-stagnation. D'accord? Dans ce cadre-là, faire des moyennes mobiles, c'est pas bête. J'ai calculé ici la moyenne mobile sur mon fichier Excel en faisant un tiers de la date précédente, un tiers de la date actuelle et un tiers de la date suivante. C'est ce qui est en rouge. D'accord? Évidemment, si je fais ça, je ne peux pas le calculer à toutes les dates. Donc, à la première date et à la dernière, je peux le calculer. On ne voit pas trop, sauf que la courbe rouge ici, elle s'arrête. Et puis, vous voyez que ordre 3, certes, c'est plus lisse, il y a des petits endroits où ça adoucit un peu le profil, et ça colle beaucoup à l'évolution. Donc, est-ce que c'est une bonne manière de représenter la tendance? C'est beaucoup trop proche de ce qui se passe, d'accord? C'est peut-être pas une très bonne manière de représenter la tendance. C'est une forme de glissement sur 3 trimestres. Si je passe à une moyenne mobile d'ordre 11, évidemment, plus j'augmente le nombre de termes, avant et après, une moyenne mobile d'ordre 11, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je considère les 5 trimestres qui sont avant et les 5 trimestres qui sont après. D'accord? Et à la date où on est. Donc, évidemment, pour le coup, vous voyez, là, je perds les 5 premiers trimestres. Je ne suis pas capable de le calculer avant ces dates-là. De la même manière, je perds les 5 derniers, parce que je ne sais pas ce qui se passe après. Le fait que, c'est parce qu'à ce moment-là, vous avez ces données, qui sont données, ces données. Mais, par contre, là, on voit bien apparaître cette évolution plus lisse de la tendance, d'accord, avec une description qui correspond bien à ce que j'ai voulu mettre en avant. D'abord une croissance relativement soutenue, et puis une inflexion qui vient casser en quelque sorte la tendance, puisque vous voyez qu'après la tendance elle s'effectue de manière concave, d'accord, moins que linéaire. Donc, l'avantage de la moyenne mobile, c'est qu'elle nous donne une description que je qualifierais assez souple, finalement, assez souple du phénomène qu'on cherche à décrire. Elle n'a pas ce côté brutal de la tendance des moindres carrés qui va s'ajuster sur l'intégralité, d'accord? Elle va s'adapter davantage. Si j'augmente et que je passe à une tendance mobile d'ordre 15, évidemment, plus j'augmente l'ordre mobile, vous voyez, moi je peux la calculer sur un ordre de points, d'accord? Je peux m'arrêter 7 dates avant la fin, et puis au bout d'un moment, la récession elle finit quasiment par disparaître. C'est quoi le bon choix? C'est 3, c'est 9, c'est 11, c'est 15? J'en sais rien. C'est la même question que est-ce que c'est bon de prendre une tendance linéaire ou exponentielle? Ça dépend un petit peu de la manière, de ce que je veux décrire en fait. Presque du discours que je veux avoir après sur ma tendance française à cette époque-là. D'accord? Donc c'est ce que je dis là. Je dis, utiliser la moyenne mobile d'ordre impair permet de décrire des tendances de plus en plus lisses au fur et à mesure que vous augmentez l'ordre, sur un nombre toujours plus restreint de dates. Bah ouais, vous avez compris, hein. Si je prends 15, il faut 7 avant, 7 après, ça réduit le nombre de calculs. Quel est le bon niveau de lissage? La réponse elle est pragmatique, dans le sens où voilà, elle dépend du discours qu'on va avoir, d'accord?
Moi, je dirais, si vous comparez, 3 est insuffisant, parce que la tendance est très proche des valeurs, donc ça n'apporte rien. 15 est trop grand, car cela fait disparaître la grande récession de 2008. 11 est un bon compromis, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui tient compte des grandes tendances d'évolution. Et c'est évidemment éminemment subjectif. N'oubliez pas que le rôle d'une tendance, c'est de prolonger la tendance. C'est la prolonger. Donc l'idée, c'est pas de dire c'est quoi la tendance, de la constater après coup. Évidemment, c'est la constater après coup pour tenter de la prolonger. Donc vous voyez, est-ce que cette méthode des moyennes mobiles permet de la prolonger? C'est pas forcément évident, parce que vous perdez des informations sur la fin de l'échantillon. Donc c'est une manière un peu curieuse de décrire la tendance, mais qui s'adapte. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est adaptatif. Alors, sur Excel, méfiez-vous d'Excel, parce que sur Excel, je ne vais pas le faire, enfin, je vais vous montrer ça, juste un instant. Sur Excel, vous ne pouvez pas calculer facilement une moyenne mobile. Sur Excel, vous ne pouvez pas calculer facilement une moyenne mobile. Vous voyez, si vous voulez retrouver, n'oubliez pas, vous avez mon fichier Excel à disposition, pour calculer la moyenne mobile, comment? Ordre 3, ordre 7, ordre 11, ordre 13, ordre 19. Enfin, je vais simplement prendre les données, d'accord? Vous voyez, ça c'est les données initiales, ok, de 2000 à 2000 machin. Et là, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai simplement mis une formule. C'est quoi la formule? Moyenne. Vous voyez, c'est indiqué, cette case, la case C11, c'est moyenne, P10, P12. Donc ça fait la moyenne de ces 3 valeurs-là. Et vous voyez que si je recopie cette formule, comme je n'ai pas mis de dollars dans la formule, quand je la recopie, et ben ça décale, ça crée justement la moyenne mobile. D'accord? Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et évidemment, je n'ai pas pu calculer avant, parce que là, je ne pouvais pas le calculer, parce que je ne connaissais pas la valeur avant. Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que j'augmente, je pars de plus en plus bas, bien sûr. Parce que, voilà, ici, 457,1, c'est la moyenne B10, B29, c'est-à-dire avec 19 termes. Vous avez compris? Bon. Et donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Si vous allez regarder sur Excel, bon, vous pourrez très bien prendre, par exemple, ici, voilà, ça c'est la série telle qu'elle est. Je peux ajuster une courbe de tendance. Et vous allez voir que Excel vous propose, vous voyez, il propose une tendance moyenne mobile. D'accord? Il vous la propose, la tendance moyenne mobile. Mais en fait, il ne la calcule pas comme ça. Il la calcule de manière un peu différente. Donc c'est un faux avis. D'accord? Si par exemple, je dis à Excel, ok, sur la série là, calcule-moi la moyenne mobile de période 3. C'est ce que je viens de faire. Vous avez vu, il vient de le faire. Il l'a fait. Mais il ne trouve pas la même que la mienne. D'accord? Parce qu'il applique une autre formule. Vous voyez, son autre formule, elle est un petit peu différente. Ok? Donc ça, vous regardez le guide d'Excel, et c'est pas une très bonne idée de calculer des moyennes mobiles avec Excel en utilisant directement la tendance Excel. D'accord? C'est mal fait, en fait. J'y réfléchirai. Et vous voyez que c'est pas la même chose. Ah oui, parce que là, c'est normal, j'ai mis la moyenne mobile en ordre 11. Je ne l'ai pas fait sur mon dessin. Il faudrait que je le fasse pour vous convaincre sur ça, d'accord? Donc si ça, je prends cette série, donc ça c'est bien la série en moyenne mobile, donc ça ne va pas. Si je prends cette série, il ne veut pas me la prendre. Ah mince. Bon, en tout cas, c'est pas une très bonne idée que d'utiliser Excel avec le truc de tendance pour calculer la moyenne mobile. Il vaut mieux la calculer vous-même à la main, tel que je l'ai fait avec mon petit calcul. Là, je l'ai bien maîtrisé. D'accord? Bon. Donc j'ai dit quelle moyenne mobile choisir. Bon, c'est pas très bien. D'accord? Et quelle moyenne mobile choisir? C'est ce que je mettais là. Ok, vous voyez comment ça se déforme. Évidemment, on pourrait le faire un peu plus. Alors, il y a autre chose qui est très intéressant sur les moyennes mobiles. C'est que moi, j'ai parlé de moyennes mobiles d'ordre impair, équipondéré et centré.
Mais on a un problème, et je l'ai exprimé là. Calculer une moyenne mobile d'ordre impair équipondéré peut poser problème lorsqu'on étudie une évolution dans laquelle on soupçonne une période d'ordre pair. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez que par exemple, vous cherchiez à calculer la moyenne mobile d'ordre 5 du PIB. D'accord? Qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? Vous allez mettre YT plus 2, YT moins 2, pardon. YT moins 2, pas YT plus 2. Imaginez que vous cherchiez à calculer la moyenne mobile d'ordre 5 du PIB. ZT5, comme ça on l'appelle. Vous allez mettre YT-2, YT-1, YT plus 1, YT plus 2. D'accord? C'est ça. Ok? Imaginez que ceci correspond au deuxième trimestre. La date T, c'est le deuxième trimestre. D'accord? Donc, T plus 1, c'est le troisième trimestre. T plus 2, c'est le quatrième trimestre. On est d'accord? Ok? T moins 1, c'est le premier trimestre. Et T moins 2, c'est aussi le quatrième trimestre. On a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de trimestres. Pourquoi je dis qu'on a un problème? Parce qu'on a un nombre pair de trimestres dans l'année. Donc, quand vous faites ce calcul, vous voyez que mécaniquement, vous allez compter 2 fois le même trimestre aux deux extrémités. Ok? Vous allez compter 2 fois le même trimestre aux deux extrémités. Pourquoi? Parce que vous faites une moyenne mobile d'ordre 5 et qu'il n'y a que 4 trimestres. Et donc, à chaque fois, mécaniquement, il y a les deux trimestres extrêmes qui vont revenir 2 fois. Or, on va avoir un problème ensuite, qui est la question éventuellement des saisonnalités. Le fait qu'il puisse y avoir des effets qui sont liés aux saisons. Le quatrième trimestre, c'est le trimestre de Noël. Je ne sais pas si vous regardez la consommation de sapin de Noël, vous voyez bien que si vous cherchez à faire un lissage de ça, le fait de comptabiliser 2 fois le Noël va vous amener à une donnée qui est biaisée de tout ça. Et ça, c'est vrai aussi en mensuel, parce qu'en mensuel, vous avez 12 mois dans l'année. Donc pareil, quand vous allez faire une moyenne mobile en impliquant un ordre impair, vous allez comptabiliser mécaniquement 2 fois le même trimestre, si c'est suffisamment long. D'accord? Et donc, le problème qu'on a ici, c'est ce que je mets là, c'est que si on soupçonne une période d'ordre pair, typiquement pour les ventes de sapins de Noël, qui tous les 4 trimestres atteignent un pic. Et ça, c'est bien quelque chose que l'on voudrait enlever. D'accord? Le fait de calculer une moyenne mobile avec 5 termes fait qu'il y a un moment où vous allez calculer, vous allez tenir compte 2 fois les sapins de Noël à Noël. Vous allez comptabiliser 2 fois le trimestre. Comment on peut régler ce problème? Là, pour régler ce problème, ce qu'on peut faire, c'est faire une moyenne qui ne soit plus équipondérée. C'est-à-dire calculer une moyenne qui ne soit plus 1/5, mais qui soit 1/4 de ça. Vous voyez ce que je fais? C'est que pour neutraliser le fait que je comptabilise 2 fois le trimestre 4, d'accord? Les deux extrémités, j'aurais mis un coefficient 1,5, 1,5. Comme ça, il y a un équilibre entre les trimestres. Ce que je viens de faire là, et bien sûr, si je fais ça, évidemment, vous voyez qu'il ne faut pas que je divise par 5 là-bas, mais il faut que je divise par 4. Il faut que je divise par 4. Ce que je viens de faire là, c'est quelque chose d'un peu étrange. Je viens de calculer en fait une moyenne mobile d'ordre 4. D'ordre 4, d'accord? Qui est centrée, d'accord? Et une moyenne mobile d'ordre 4 qui est centrée, pour moi, c'est aussi une moyenne mobile d'ordre 5 parce que vous avez 5 termes, et vous voyez qu'il y a des non équipondérés. Parce que vous accordez moins de poids aux deux trucs extrêmes pour neutraliser ce que je viens d'expliquer. Donc, une tendance moyenne mobile d'ordre pair non équipondéré, où cette fois vous ne mettez pas le même poids, c'est utile dans une situation où vous soupçonnez qu'il y a une saisonnalité. En effet, ça va de Noël. Et donc vous voulez la neutraliser. Et pour pas qu'il y ait un trimestre qui apparaisse 2 fois plus que les autres, et ben vous mettez sur les deux extrémités des coefficients 1,5, 1,5. Et comme ça, vous calculez une moyenne mobile d'ordre 4 non équipondérée et qui est centrée, bien sûr. Il y a cette propriété qui est centrée. Et vous voyez que ça peut être assez utile
dès lors que vous avez les saisonnalités. Si vous regardez les ventes, je ne sais pas, de pain, de baguettes au cours d'une semaine, donc une semaine, il y a 7 jours. D'accord? Donc si vous prenez 3 dates avant, 3 dates après, et que vous êtes le mercredi ou le jeudi, ok, c'est impeccable. Vous avez bien un équilibre. Parce que dans la semaine, il n'y a que 7 jours. Mais dans l'année, il y a 12 mois. Et dans le trimestre, donc l'année, il y a 12 mois, et dans le trimestre, dans l'année, il y a aussi 4 trimestres. Donc, parce que vous avez ces phénomènes-là, vous voulez neutraliser, vous êtes obligé de calculer une moyenne d'ordre pair non équipondérée. Ok? C'est un peu. Ça se comprend bien en fait. Le problème, c'est que vous voudriez enlever cet effet sapin de Noël, donc enlever les saisonnalités. Donc si vous soupçonnez les saisonnalités, il faut vous méfier, en prenant la moyenne mobile, de bien avoir enlevé et avoir considéré de manière équitable tous les trimestres. Donc cette question n'est pas une question fondamentale, il suffit juste d'y réfléchir un peu, et elle donne lieu à pas mal de discussions de sémantique, sur comment vous voulez appeler ça. Donc moi j'appellerais ça, donc voilà, moyenne mobile d'ordre pair non équipondéré. Franchement, je n'aime pas trop, mais c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est comme ça que mes collègues veulent l'appeler. C'est des remarques d'autres choses que je n'ai pas réussi. Donc c'est ça. Donc on a bien 5 termes, mais vous voyez, on divise par 4. Parce que sur les 2 extrémités, on les répartit de manière à avoir ce phénomène-là. Ok? Alors, on peut maintenant, déterminer la tendance, on a 2 méthodes. L'ajustement par les moindres carrés. Et l'ajustement par les moindres carrés, on peut le faire de manière. Je ne sais pas pourquoi je dis un peu, là, une moindre, un moindre, pas une moindre. On peut le faire avec une tendance linéaire ou une tendance exponentielle. Okay. L'avantage, c'est que ça se calcule simplement sur Excel. D'accord? Clic droit sur la série, clic gauche sur la série, clic droit, choix d'une tendance, donner l'équation. D'accord? On l'a. Ça se calcule sur l'intégralité de la période, contrairement à moyenne mobile. On ne perd pas de données, on peut calculer à toutes les dates. D'accord? Ça s'interprète facilement. J'ai expliqué tout à l'heure ce qu'était la pente et ce qu'était le taux de croissance moyen. Donc les coefficients, vous pouvez les interpréter. Donc bien, c'est 1,94 milliard chaque trimestre en plus, c'est 0,49% de croissance. Donc ça, c'est assez agréable. Ça permet de prolonger la tendance. D'accord? Puisque vous avez une équation droite, A plus BT, vous pouvez la prolonger au-delà de la date terminale. Donc vous avez une forme analytique, vous pouvez facilement la prolonger. C'est plutôt pas mal. Vous voyez que les inconvénients, c'est que, je dis c'est peu flexible. Vous ajustez une droite, c'est peu flexible. Un autre inconvénient que je ne mentionne pas ici, c'est que finalement, quand vous ajustez une droite, vous mettez autant de poids sur les premières variables, les premières valeurs, celles qui sont éloignées dans le temps, que sur les dernières. Or, vous avez l'impression que les dernières valeurs vous renseignent mieux sur la tendance à venir que les valeurs d'il y a 30 ans. D'accord? Ça, c'est une question. Et ça, c'est justement l'avantage des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est plus flexible, plus souple, ça s'adapte. D'accord? Finalement, ajuster une tendance de cette manière-là, c'est considérer toutes les dates comme étant symétriques, accorder autant de poids à des dates éloignées qu'aux dates les plus récentes. On peut penser que les dates les plus récentes sont plus intéressantes de ce point de vue-là. Ok? C'est peu flexible, et puis après, bien sûr, la question qui est toujours posée, c'est quelle tendance choisir? Une tendance exponentielle, une tendance linéaire, on ne sait pas trop, on pourrait faire une tendance polynomiale, une tendance logarithmique, vous allez voir sur Excel, on pose plein de trucs, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous savez que entre 2 points passe toujours une droite. Entre 3 points passe toujours quoi? Une droite, c'est un polynôme de degré 1, d'accord? A plus BT. Entre 3 points, vous pouvez toujours ajuster un polynôme de degré 2. A plus BT plus CT au carré. Donc pour les 3 points, vous pouvez ajuster un polynôme de degré 2 qui passe par 3 points. Pour 4 points, vous pouvez ajuster un polynôme de degré 3, etc. Et si vous voulez trouver, si vous avez 100 dates, vous pouvez ajuster un polynôme de degré 99
et le faire passer par tous les points. D'accord? Donc, vous voyez bien que c'est un problème de choix de modélisation. Quand vous choisissez droite, et ben, voilà, vous décrivez quelque chose qui est assez brutal, qui va passer par deux points, et qui décrit les autres ensuite en écart à cet instant. Il y a la question du log. Est-ce que vous prenez en log ou pas? Est-ce que vous prenez l'exponentielle? Glissage par les moyennes mobiles, d'ordre impair. L'avantage, c'est une forme flexible qui s'adapte au cours du temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne idée, ça. Alors quelque chose qui est un peu que vous maîtrisez, qui permet de discuter de manière un peu enrichissante ce qui se passe. L'inconvénient, c'est comment vous choisissez l'ordre. D'accord? Parce que vous prenez 3, 5, 11. Moi, j'ai mis 11 à un moment, vous avez pu dire, pour les 13 ou 9, j'en sais rien, pas vraiment ça donner. Ça se calcule sur un sous-intervalle restreint, parce que plus vous augmentez, moins vous avez donné. Et puis surtout, ça ne permet pas de prolonger la tendance. Parce que une fois que vous êtes arrivé au bout, qu'est-ce qui se passe après? Vous ne savez pas trop, d'accord? Donc c'est plutôt rétrospectif, en fait. C'est assez étrange. En fait, il faudrait trouver un compromis entre ces deux démarches. Donc bien sûr qu'il y a des compromis possibles, mais ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme trop rare, d'accord? On aimerait bien avoir une certaine souplesse de la tendance moyenne mobile, et puis une qualité d'une tendance linéaire qu'on peut prolonger. Ça, c'est à réfléchir, et donc trouver un compromis entre les deux démarches, et on n'en dira pas plus. Donc voilà, rappelez-vous ce que j'ai fait, comparaison des tendances, exemple du PIB de 2000 à 2014. Vous voyez, ça c'est la moyenne mobile d'ordre 11, le PIB c'est en noir avec la récession, la moyenne mobile d'ordre 11, et puis la tendance linéaire. J'aurais pu rajouter une tendance exponentielle. Je ne crois pas qu'elle aurait été très très différente de la tendance linéaire. D'accord, c'est cet élément-là. Mais n'oubliez pas que quand vous filtrez quelque chose, il ne faut pas simplement regarder la tendance, il faut regarder les écarts dans la série. D'accord? La qualité d'un filtre, ça se juge à la fois de ce qui sort du filtre, mais aussi ce qui n'est pas filtré, ce qui reste. Donc, la deuxième manière de se poser la question, c'est précisément de regarder ce qu'on n'a pas filtré. Ce qu'on n'a pas filtré, c'est ce qu'on va appeler le cycle. Donc je dis juste ça, je dis pourquoi on cherche la tendance? Parce qu'on veut regarder aussi ce qui n'est pas dans la tendance, ce qui est le cycle. Donc le cycle, vous pouvez le voir comme étant l'écart absolu à la tendance, la distance qui sépare, ou l'écart relatif à cette tendance, en pourcentage. De combien de pourcents vous êtes au-dessus ou en dessous de la tendance? Toujours le même débat. Est-ce que vous regardez des écarts absolus ou des écarts relatifs? Pas évident. Pour le PIB, cet écart décrit ce qu'on appelle le cycle de l'affaire, business cycle en fait. Eh bien, le cycle conjoncturel, on va dire en français, c'est comme ça qu'on dit en français. Cycle conjoncturel. Donc pourquoi on aime bien? Parce qu'on dit la tendance c'est la croissance potentielle, et l'écart à la tendance, c'est l'écart conjoncturel, c'est le cycle de l'affaire. C'est ce qui nous sépare de la tendance. Vous voyez bien que vous pouvez définir le cycle uniquement parce que vous avez enlevé la tendance. Donc les deux sont totalement liés. Un modèle additif, c'est penser que les cycles sont absolus. C'est-à-dire que la série elle-même est l'addition d'une tendance, l'addition au sens mathématique du terme, et d'un cycle. C'est juste de voir le cycle, bien sûr, c'est juste de voir le cycle comme étant la différence entre le niveau et la tendance. D'accord? C'est bien dire ça. Ok? Si vous croyez que les choses sont ainsi, c'est que vous croyez que les évolutions sont additives. C'est pour ça que je dis, c'est relativement cohérent avec une tendance linéaire. Parce que finalement, c'est voir un peu les choses comme étant des choses qui s'additionnent plutôt que des choses qui se multiplient. D'accord? Mais vous pouvez aussi voir la décomposition comme étant une décomposition multiplicative. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est dire que la série, c'est la tendance plus un écart à la tendance qui peut être, par exemple, je mets 1 plus CT, pourquoi je mets 1 plus CT? Pour dire, voilà, on est 2% qui date au-dessus de la tendance. Donc dans ce cas-là, le cycle, il est mesuré comme étant un écart relatif à la tendance. D'accord? Vous voyez que dans ce cas-là, le cycle, c'est quoi? C'est la série divisée par sa tendance, moins 1. On est d'accord? Donc c'est l'écart relatif à la tendance. C'est aussi égal à YT moins la tendance divisé par la tendance.
Donc, bien sûr, là, c'est vous considérez que le cycle doit se mesurer en pourcentage de tendance. Bien sûr, si vous regardez les cycles économiques à long terme, c'est comme ça qu'on va les mesurer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a la croissance économique, et donc le cycle, vous allez dire que le cycle est d'amplitude constant, si relativement au niveau de l'économie, il est toujours du même ordre, de 2-3%. Donc, le modèle multiplicatif semble être un modèle relativement pertinent si vous pensez que la tendance est exponentielle, qu'il y a la croissance économique qui vient affecter l'économie. Mais vous voyez aussi, et ça c'est un point toujours le même, ce que j'appelle LN, c'est le log népérien, d'accord? Quand je mets LN, c'est aussi LN, et c'est aussi log, pour ceux qui se cadrent en notation, ce que je comprends aisément. Si je prends le log de cette formule, n'oubliez pas que le log de A, B, c'est le log de A plus le log de B. Donc, bien sûr que quand vous avez un modèle qui est multiplicatif sur le niveau, si vous prenez son log, il va se transformer en modèle additif sur le log. D'accord? Donc, quelque part, prendre le log, c'est toujours transformer quelque chose qui est multiplicatif en quelque chose qui est additif. Il n'y a pas lieu de distinguer les deux. Techniquement, la question elle est, est-ce que vous prenez le log ou est-ce que vous ne prenez pas le log? D'accord? Si vous prenez le log, ça veut dire que vous allez faire du multiplicatif sur le niveau qu'on fait de l'additif sur le log. Dans ce cas-là, la composante cyclique est un écart relatif. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Bah, on regarde ce qui se passe. Ok? D'abord, on avait deux manières de décrire la tendance. Cette fois depuis 1980, c'était la série qu'on avait déjà vue. D'accord? Avec la tendance rouge, qui est une tendance linéaire, ou bleue, qui est une tendance exponentielle. D'accord? Le cycle. Vous allez simplement calculer le cycle. C'est quoi le cycle? C'est la différence, le cycle que j'appelle absolu. Si je crois que le modèle est additif, je vais calculer le cycle comme la différence entre le niveau de la variable et la tendance. C'est ce que je fais ici. Je le fais à la fois avec une tendance linéaire et une tendance exponentielle. Donc voilà la description du cycle. D'après ce que j'ai fait, j'ai retrouvé le cycle. Donc je vois bien que là, j'ai un cycle qui est très mauvais. Vous voyez, je m'enfonce ici dans la récession, mais je ne m'y reprends pas vraiment. Il y a des endroits où je suis bien au-dessus, et des endroits où je suis bien en dessous. Il y a des endroits où la conjoncture est bonne, et des endroits où la conjoncture est mauvaise. Et en moyenne, par construction, ça vaudra 0. D'accord? Que je considère une tendance exponentielle ou une tendance linéaire, j'obtiens à peu près la même description du cycle. Et ce que je vois, c'est que la partie cyclique, elle semble de plus en plus forte. Au départ, le cycle, c'est 10 milliards d'euros. D'accord? Vous voyez, c'est 10, c'est des milliards d'euros. C'est 10, moins 10. Et à la fin, vous voyez que je suis à moins 40 milliards. Ici, je suis à plus 20 milliards. On dirait que l'amplitude des cycles augmente. Pourquoi? Parce que simplement, le cycle, il n'est pas absolu, il est relatif. Il y a eu la croissance économique, d'accord? Donc avoir un creux de 10 milliards d'euros en 1980, c'est pas la même chose que d'avoir un creux de 10 milliards d'euros en 2008, au moment où le niveau de prix est 2 fois plus élevé. Donc c'est peut-être pas une très très bonne idée que de décrire le cycle de manière absolue. Donc peut-être, et je terminerai là-dessus, il vaut mieux que je fasse l'écart relatif. Et l'écart relatif, c'est quoi? C'est mesurer le cycle comme YT sur TT moins 1, c'est-à-dire en pourcentage. D'accord? Et donc c'est accepter le modèle additif, multiplicatif. Le cycle s'exprime en pourcentage de la tendance. Donc vous voyez ici, c'est 4% de la tendance. Et là, c'est moins 5% de la tendance. Et cette fois, je trouve qu'il y a une vision du cycle qui semble plus harmonieuse en quelque sorte. On n'a pas une amplification des cycles. Pourquoi? Parce que les cycles sont relatifs tout simplement. Okay? Parce qu'ils dépendent du niveau de l'économie. Vous voyez quand même que le fait de considérer une tendance linéaire ou une tendance exponentielle modifie pas mal ce qui se passe à la fin de l'échantillon. Vous voyez, là vous vous rendez compte, en 2014, on serait 7% en dessous de la tendance. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que ma tendance exponentielle,
elle ne prend pas bien en compte la baisse du taux de croissance. Alors qu'avec la tendance linéaire, ça semble être plus raisonnable. Finalement, quand on regarde ce graphique, je me dis que la bonne manière de considérer le cycle, c'est un cycle relatif, c'est ça. Et peut-être que la tendance linéaire elle est plus pertinente parce qu'elle évite, elle tient compte en fait de la décroissance du taux de croissance en quelque sorte. Elle évite ici cette plongée qui va bien au-delà de 2008. Vous voyez, 2008 c'est le bas, normalement c'est le bas du cycle. C'est le bas, c'est ce qu'il y a de pire, c'est la récession la plus forte. Donc on doit être très très bas. Et après on doit avoir tendance à remonter. En fait, c'est pas ce qui se passe quand vous considérez la tendance exponentielle. Parce qu'on a toujours un train de retard en fait. Parce qu'on surestime le taux de croissance potentiel. Donc j'aurais envie de dire, la tendance linéaire, ici sur ce dessin, me semble mieux. Quand je vous disais quel est le bon choix, c'est de regarder la tendance, mais c'est aussi de regarder l'écart à la tendance, ce qui décrit par rapport à l'histoire économique. Et peut-être que la tendance rouge, elle fait mieux le job que la tendance bleue. À voir. D'accord? Mais peut-être que les deux ne font pas bien le job non plus, parce qu'il faudrait prolonger pour regarder. Ça serait intéressant. Ce sera peut-être le sujet du partiel. Bon voilà. Donc pour samedi, suivez bien les conseils. D'ici là, continuez à travailler. D'accord? Le reste, ce sera pas très difficile. Bon courage.